Une de vos plus grandes armes avec le recontact, la communication qualifiée qu'on va faire derrière, mais votre plus grande arme pour fidéliser vos clients est de leur mettre la juste barrière à l'entrée, le juste degré de barrière à l'entrée. Trop haut, c'est trop haut, trop bas, c'est trop bas. Vos clients doivent sentir qu'ils méritent le droit ou la chance de travailler avec vous. Et là, le con de base entend quoi? Il entend DHV, pricing, toutes ces notions de séduction des années 2000, et il entend, ah oui, tu me dis d'être le prix, et tu me dis de faire attendre mon client. Non, je te dis que c'est une nuance, c'est ce qu'on appelle en peinture un pantone. C'est une nuance sur l'échiquier, c'est une nuance sur le dégradé de peinture, et c'est à vous de la trouver par rapport à votre domaine. C'est-à-dire, quel est le degré d'information que vous allez demander à votre client avant de rentrer chez vous? Allez-vous lui demander tout depuis son carnet de naissance? Non. Mais allez-vous lui demander rien du tout et vous empresser de signer la moindre... vous empresser de lui tendre un stylo pour qu'il signe un devis? Non plus. Puisque, outre la réalisation de ce devis, vous voulez un client qui, dans la majorité des cas, reviendra. Donc vous voulez au moins 50% de clients fidèles. Je vous invite à vous demander dans chacun de vos domaines professionnels, où est-ce que je mets le curseur, à partir de quel seuil est-ce que ces gens vont se dire je dois un tout petit peu quand même bosser, je dois un tout petit peu fournir de moi, je dois un tout petit peu convaincre. Et c'est la magie de ces business. Je parlais tout à l'heure des boîtes de nuit, en disant que ça ne me correspondait pas et que c'était assez abject commercialement. Mais c'est merveilleux ce que certains univers abjects commercialement permettent de mettre en avant comme levier psychologique. C'est comme les escortes, c'est abject sur le principe, mais qu'est-ce que tu sors comme levier et comme axe d'analyse homme-femme, c'est absolument merveilleux. Et les boîtes de nuit, c'est pareil, c'est un secteur où plus le produit est quali, plus c'est dur de rentrer. Ce qui est le contraire de quasiment toutes les démarches commerciales. Alors maintenant, ça commence à revenir un petit peu à la mode. La démarche consistant à rendre l'accès aux produits plus difficile est une démarche qui commence à revenir un peu à la mode. Ford, par exemple, l'a fait avec la dernière Ford GT là, qui est sortie en 2016, hein, cette année. Il y a 10 ans, donc c'est un modèle mythique des années 60, en est ressorti une première mouture pour l'anniversaire des 50 ans ou des 40 ans en 2006. Achetable par tout le monde en fait. Voilà, donc ils ne les ont pas vendus. C'était un échec commercial. Personne qu'on a acheté. Voilà, c'était un échec commercial. 10 ans plus tard, ils se sont dit ne reproduisons pas l'échec commercial et ils ont rendu difficile le process d'achat et ils ont mis une production limitée. Ils ont fait remplir aux acheteurs potentiels des dossiers longs comme le bras et ils les ont fait se justifier. Il fallait justifier que tu méritais d'avoir ce véhicule. Et résultat, c'est 10 fois plus... commercialement, ça marche beaucoup mieux, elle est beaucoup plus chère. Il y a 10 ans, la première réplique était un truc, je crois, $100 000, ce qui n'est pas énorme pour un... C'était 100 $120 000, je crois. Moins de $150 000, je crois, pour la première version. Et le modèle 2016, on est, je crois, à 300 ou 400 000. Ce qui, même dans des montants déraisonnables pour la plupart des gens, fait quand même plus du double. Et ils ont beaucoup plus de clients à 400 000 $ qu'à 150 000. Parce que le processus d'achat est plus compliqué, parce qu'il faut se justifier. Donc, exemple, certes pas déclinable à tous les champs d'action, d'accord, mais souvenez-vous toujours de cette règle, enfin de ces balanciers inversés, de ces vases communicants. La difficulté à l'entrée augmentera avec le taux de fidélisation à la sortie, et la simplicité à l'entrée, quand c'est plus simple à l'entrée, on n'a aucun engagement émotionnel, aucun engagement psychologique, on n'actionne pas ce levier que les psychosociologues appellent l'escalade des engagements, et donc on se désengage beaucoup plus rapidement.
Mais attention, c'est un curseur fin, et il n'y a que vous qui êtes en mesure, par votre pif, votre intuition et la connaissance de votre secteur, il n'y a que vous qui êtes en mesure de le jauger et de le régler. Je l'ai parfois réglé trop haut, et j'ai pas eu de client. C'est ça. Je l'ai réglé trop haut une année où j'ai demandé aux clients nouveau départ. Le VIP a un peu remplacé les nouveaux départs, mais il y a quelques années, je faisais des formules qu'on appelle nouveau départ, où pour une somme fixe, on avait tout ce qu'on voulait chez moi pendant 1 an. Et ça marchait très bien jusqu'à ce que je décide d'augmenter la difficulté d'entrée et que je dise maintenant, je voudrais que vous m'écriviez une lettre. Ah oui, je me rappelle. Pour m'expliquer un petit peu en quoi vous voulez faire un nouveau départ. Je suis passé de entre 8 et 10 nouveaux départs par an à 0. Personne l'a fait. Je n'ai pas reçu une seule lettre. C'est trop beau. Pas une seule. Google avait fait un truc comme ça quand ils avaient sorti les Google Glass. Alors à part que ça coûtait assez cher, en plus il fallait que tu écrives pourquoi tu avais le droit d'avoir les Google Glass. Et alors, le produit n'a pas bien marché finalement, mais tu pouvais pas acheter les Google Glass comme ça au tout début, il fallait que tu justifies ça. Et bien tout ça est une manœuvre parfaitement artificielle qui n'a pour but qu'une chose, c'est de déclencher un acte qu'on appelle l'escalade des engagements et d'agir sur un biais psychologique qui est que plus on s'est investi à la poursuite d'un but, moins on le lâchera facilement. Donc c'est sûr que quelqu'un qui s'est investi au point de penser et de formuler une demande argumentée pour acheter un produit ne le revendra jamais. Ou le revendra dans le cas de la Ford GT très très longtemps après, ou quasiment jamais. Et dans le cas d'un produit comme le Google Glass, en tout cas, ils avaient peut-être cette crainte ou cette intuition que l'effet nouveauté soit pas assez fort, ils ont voulu le renforcer par un effet difficulté d'accès. Donc fidélisation et difficulté d'accès sont des curseurs qui bougent en même temps, ce sont des curseurs parallèles, pas comme les accoudoirs de ma chaise qui depuis ce matin ne sont pas parallèles du tout. Et il n'y a que vous qui connaissiez suffisamment vos clients pour arriver à juger de la barrière d'entrée à leur mettre. La plus simple, la plus évidente étant une barrière de temps, c'est-à-dire, écoutez, voilà, j'ai très bien compris la prestation et j'ai complètement les moyens de la réaliser, simplement, moi c'est pas avant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou l'année prochaine. Les plus subtils étant... la lettre de motivation, ça s'applique quand même très très peu, ça marche pas, la preuve en est, on l'a fait 2 fois, mais les plus subtils étant d'autres façons de leur faire comprendre que, je sais pas, ça peut être une demande explicite comme par exemple, voilà, moi pour travailler, j'ai besoin, je sais pas, je me mets à ta place, je sais pas, j'ai besoin que le site soit privatisé en partie parce que je ne peux pas bosser si l'activité est en cours. Enfin, c'est de leur mettre un petit niveau de contrainte qui vous fera un peu flipper au début où vous vous direz mais attends, mais je suis en train de leur pourrir la vie, et en réalité vous en perdrez peut-être un certain pourcentage, mais ceux qui restent et qui acceptent ce degré de contrainte là, vous les avez un peu à vie quoi. Donc quel est le degré de contrainte que vont supporter vos clients dans votre univers professionnel? Et ça, c'est quelque chose que tu répètes. Le prix est également une barrière d'entrée. Ça, tu peux répéter la chose ou c'est principalement utilisé dans le passage entre prospect et client. Ah mais non, c'est à l'entrée. C'est que là. Puisqu'après, le but, c'est la boîte de nuit, c'est de doubler. De simplifier là, de plus en plus. Il faut que ça soit super dur au début et super simple après, tu vois. Puisque c'est l'anarchie organisée de la boîte de nuit. Okay. Tu ne veux pas remettre à tes clients qui sont chez toi depuis 3 ans des barrières à l'entrée. Au contraire, tu remets au nouveau. C'est une stratégie qualitative et pas quantitative. Si vous voulez un exemple de pourquoi ça ne marche pas en quantitatif, une des chaînes YouTube que je suis, automobile, les deux
comment on appelle ça, co-youtubeurs, co-animateurs, depuis un mois, répéter dans chacune de leurs vidéos, suivez-nous sur Instagram, etc. Et à un moment, un commentaire qui a été très liké, donc très remonté, disait bon écoutez les gars, ça fait un mois que vous répétez tout le temps la même chose, mais moi j'ai pas le lien. Et j'ai pas que ça à foutre d'aller vous chercher sur Instagram. Donc moi, tant que j'ai pas le lien, je clique pas dessus. Bah, la preuve, là, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que dans le monde du gratuit, du virtuel et de l'internet gratuit ou pseudo-gratuit, parce que YouTube, c'est pas gratuit du tout. Enfin, en tout cas, le client n'a pas l'impression il a accepté et gommé un peu les pubs de son environnement visuel, il n'a pas l'impression qu'il paye en regardant une pub. Et grosso modo, le simple fait de lui dire « mais tape notre nom dans Instagram et tu vas bien nous trouver » était déjà trop en fait, tu comprends ? Ok. Donc, entre ne pas savoir taper Vehicle Virgin sur Instagram, ce qui prend 2 secondes, et remplir un dossier pour avoir accès à un produit, vous voyez qu'il y a une infinité de nuances entre les deux dans laquelle votre univers professionnel se trouve. Vous êtes quelque part entre l'extrême facilité et l'extrême complexité. Tu travailles dans quoi toi déjà, Jade? Je me souviens plus. Moi, dans l'informatique. Ok, mais tu fais quoi exactement? Je suis ingénieur réseau. Ingénieur réseau, bon. Tu as des clients en direct? Je peux avoir des clients en direct. C'est à vous de sentir en temps, en finance, en tout ce qu'on veut, et de vous tromper, vous vous tromperez, je me suis trompé également, le juste degré de la hauteur de la barrière à l'entrée. Hein, quelqu'un qui commence le saut en hauteur, on lui met la barre à 1 mètre. Ou à, je sais pas, 1 mètre 20, quoi, 1 mètre 30, 1 mètre 40. Si on lui met directement la barre à 2 mètres 12, ça va être compliqué. Et corollaire de mettre une barrière à l'entrée, corollaire de la technique de la boîte de nuit où on rend difficile l'accès aux newcomers, aux nouvel arrivants, qui d'ailleurs quasiment jamais je n'ai vu quelqu'un se décourager, notamment chez les plus jeunes, je n'ai quasiment jamais vu personne se décourager de ne pas avoir accédé à une boîte de nuit. Au contraire, ils ne veulent que y retourner pour prouver que cette fois-ci ils ont pu rentrer. J'ai un ami il n'y a pas longtemps là, à Rome, il y a une nouvelle boîte à la mode qui vient d'ouvrir et dans laquelle il n'est pas rentré. Il ne rêve que d'une chose, la première chose qu'il a fait pour la semaine suivante, c'est réserver une table pour pouvoir y rentrer. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui marche tellement bien que tu peux dégager un client sans même lui adresser la parole, et le mec va prendre une table et une bouteille pour pouvoir retourner la semaine suivante. Bref. Par contre, la barrière à l'entrée, ça ne fonctionne qu'à une condition, c'est qu'il y ait du monde dedans. Et oui, parce que barrière à l'entrée et personne dedans, là, vous commencez quand même à jouer sur du très 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 haut niveau de snobisme mondain. Là, Là, on est sur du très très haut niveau. Donc, quand on complexifie l'entrée dans son réseau, dans son pipe de prospects ou de clients, on n'oublie pas, arme de communication, on n'oublie pas de rappeler les témoignages positifs des clients qui sont déjà dedans. On n'oublie pas de montrer qu'il y a du monde dedans. Sinon, on fait boîte de nuit vide dedans, que dehors, et on laisse rentrer personne. Et quand les gens rentrent, ils se font chier en disant mais il n'y a personne. Là, on commence vraiment à tomber sur l'injustifiable. Donc la barrière d'entrée est toujours associée à une technique de com, et c'est le moment de glisser vos témoignages. C'est là qu'il faut les mettre. Et par contre, il ne faut pas que ça tombe en concurrence avec le fait que notre client aimerait quasiment que l'on travaille que pour lui. Tout entre en concurrence et dans la mesure où ton client te demande une prestation exclusive, tu ne dois au début pas lui accorder, car, comment dire, dans la mesure où tu es libre de ton temps et où tu es consultant, freelance ou entrepreneur ou ce que tu veux, tu ne peux au début accorder que des fractions de ta disponibilité. Si jamais ce client il a un potentiel de business incroyable pour une durée longue, rien ne t'empêche à un moment ou à un autre de vous entendre. Mais tu ne peux pas te laisser accaparer, à 100% dans la mesure où cela annihilerait l'intérêt réel de toutes les autres missions que tu as. C'est-à-dire, tu fais quoi à côté en fait? Si dans le mois disponible, tu es capable de travailler 1 an d'affilée pour moi, qu'est-ce que ça m'apprend sur ton
le besoin réel que tu avais su créer chez tes autres clients. Ça veut dire que tu es facultatif. Tu n'es pas indispensable. Ils peuvent très bien vivre sans toi, ils s'en foutent. Donc tu vendras au début une mission de courte durée. Et si vous sentez tous les deux qu'il y a un potentiel, mais tu rappelleras bien, et tu seras peut-être même légèrement insistant dessus, tu rappelleras bien à quel point ça t'impose des sacrifices au niveau de tes annulations d'autres prestations. Ce qui permettra de négocier avec des armes d'autant plus sympas au niveau pépette. En disant, moi je comprends que vous me donniez un an de travail, c'est intéressant, mais enfin moi en contrepartie je perds ça. C'est un petit peu comme si la télé voulait m'embaucher à temps plein. Bon, ils ne le feront pas, rassurez-vous, ça je l'ai bien compris. Mais enfin, quand bien même ils le feraient, je ne voudrais pas, je leur demanderais pas 15 000 €, je leur demanderais mon chiffre d'affaires de l'année, moyenné sur les 5 années écoulées par exemple, ou sur les 3 années écoulées, et plus, car en réalité ils me feraient perdre un nombre, j'allais dire incalculable, pas incalculable, un nombre calculable de prospects et de leads, ou même quand en 2018 je recommencerai à travailler pour moi, j'aurai de la reconquête à faire ex nihilo, tu vois. Ex nihilo, peut-être pas, mais. Mais pas loin. Bah, si j'arrêtais un an pour faire le guignol à la télé, quand je recommencerai avec un S au conditionnel, oui, j'aurais eu une nouvelle cible qui m'a vu sur l'écran, mais comme c'est pas du tout les mêmes, je repartirai un petit peu à l'aveugle. Fin de cet aspect psychologique, rentrons dans le pratico-pratique avant de vous raconter des expériences de fois où j'ai été fidèle ou infidèle à des fournisseurs ou des clients m'ont été fidèles et/ou infidèles.